Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis deviennent de plus en plus divisés. Les guerres culturelles et les disputes sur Facebook poussent les gens à bout. Les familles et les voisins transforment chaque conversation en champ de bataille verbal. Avec les politiciens jouant à un jeu de surenchère de plus en plus grand, certains ont même évoqué l'idée que leur État se sépare. Je sais ce que vous pensez, nous avons déjà vu ce film auparavant. Alors que le monde devient de plus en plus étrange chaque jour, ces idées semblent prendre racine dans l'esprit des Américains partout. Alors, que se passerait-il si les États du Sud se séparaient simplement des États-Unis? Les États-Unis ont-ils vraiment besoin? Sont-ils un atout ou un passif? Avec des taux d'obésité et de pauvreté historiquement élevés, et des décennies de faibles opportunités éducatives et économiques, le Sud pourrait être plus un ancre qu'une voile. Nous le découvrirons bientôt, mais d'abord, identifions quels États sont réellement considérés comme faisant partie du Sud. Maintenant, bien que certaines personnes dans ces États puissent avoir une perception différente, le Sud, selon la définition du gouvernement américain, inclut le Texas, l'Oklahoma, la Louisiane, l'Arkansas, le Mississippi, l'Alabama, la Floride, la Géorgie, les Carolines du Sud et du Nord, le Tennessee, le Kentucky, la Virginie occidentale, le District de Columbie, le Maryland et le Delaware. Certains d'entre vous se demandent sans doute pourquoi nous avons inclus des États comme le Maryland et le Delaware dans le Sud. C'est parce que le gouvernement américain définit la région comme les États situés de l'autre côté de la ligne Mason-Dixon, qui est en vigueur depuis aussi loin que les années 1760, avec l'ajout de plus d'États à mesure que le pays s'étendait vers l'ouest. Cette ligne de démarcation non officielle s'est fermement ancrée dans la mémoire culturelle américaine lorsqu'elle est devenue connue comme la ligne de démarcation entre les États esclavagistes et les États libres avant la guerre civile. Donc, bien que cet ensemble d'États puisse différer de certains, c'est la liste que nous étudierons aujourd'hui. La guerre civile américaine, la première fois que cette idée de sécession a été tentée, a été un raz-de-marée de sang qui a causé plus de 620 000 morts américains. Bien qu'elle ait abouti à l'issue extrêmement positive de la libération des esclaves et de l'union à nouveau des États-Unis, on doit espérer qu'une deuxième crise de sécession serait réglée de manière beaucoup plus pacifique. En cas de répétition, ce ne sera pas avec des mousquets et canons, mais avec des fusils d'assaut et missiles. Certaines blessures de ce terrible conflit se sont cicatrisées, d'autres persistent. Les Américains restent divisés sans signe d'apaisement. Alors, si l'impensable devait se produire, et que le Sud devait former son propre gouvernement et se séparer à nouveau du reste des États-Unis, quel genre d'impact cela aurait-il? Regardons d'abord les chiffres. En regardant la population du Sud, elle a connu une croissance exponentielle au cours des 20 dernières années. En 2000, environ 100 millions de personnes vivaient dans les États du Sud. Et en 2023, il y a maintenant environ 130 millions. Cette croissance sans entrave était supérieure à celle de l'Ouest, du Nord-Est et du Midwest tous combinés. Le Nord-Est n'a augmenté que de quelques millions, tout comme le Midwest. Et le leader du groupe était l'Ouest, avec environ 7 millions de croissance de la population. Cette grande disparité de population est en partie due au fait que le Sud abrite certains des États connaissant la croissance démographique la plus constante, comme la Floride ou le Texas. Par exemple, le Texas a gagné un impressionnant 4,3 millions de résidents entre 2000 et 2010. Durant la même période, la Floride a augmenté de 2,8 millions, tandis que la Géorgie et la Caroline du Nord ont toutes deux augmenté de 1,5 million. Ainsi, alors que d'autres régions du pays connaissaient un changement lent de la population, le Sud maintient une augmentation constante. Cela est en partie dû à l'amélioration des opportunités économiques dans le Sud, mais aussi à l'augmentation du nombre d'immigrants arrivant par les ports du Sud et les passages frontaliers. Cette vague continue d'immigration est un sujet politique brûlant depuis des années maintenant, et continuera de l'être tant que les gens continueront à venir aux États-Unis. Ce qui n'est pas débattable, cependant, c'est l'impact qu'ils ont sur leurs États. Par exemple, au Texas en 2021, il y avait environ 5 millions de résidents immigrants dans l'État, ce qui représentait environ 17% de la population totale de l'État. Un recensement effectué en mai 2023 a montré que 9 des 15 villes à la croissance la plus rapide aux États-Unis étaient situées dans le Sud et 6 de ces villes étaient situées au Texas. Il est clair que quelque chose attire les gens en dessous de la ligne Mason-Dixon, et je suis assez confiant que ce n'est pas seulement le climat et l'hospitalité du Sud, bien que le Minnesota en février soit beaucoup plus difficile à vendre que la Floride. Si cette partie incroyablement grande et à croissance rapide des États-Unis devait soudainement se détacher et former leur propre pays, les résultats pourraient être désastreux. Rien qu'en regardant un changement potentiel de population, les États-Unis perdraient tellement de recettes fiscales que le secrétaire au Trésor pourrait tomber mort sur place.
Sans parler du cauchemar que cela représenterait pour l'armée, car elle perdrait des dizaines de milliers de militaires et l'utilisation de plusieurs de ses plus grandes installations militaires du jour au lendemain. D'emblée, ça ne s'annonce pas bien. Alors pourquoi les gens affluent-ils vers le sud? La réponse est aussi ancienne que le temps. L'argent. Il fait tourner le monde, c'est toujours ainsi et le restera. Vous souvenez-vous du coronavirus, cette période chaotique où le monde entier est devenu assez étrange pendant un moment? Eh bien, comme pour toute bonne crise, quelqu'un a trouvé comment en tirer profit. Et non, je ne parle pas des entreprises pharmaceutiques. Pas cette fois. Au plus fort de la coronavirus, les États-Unis ont connu une migration de richesses de 100 milliards de dollars de la région historiquement riche du Nord-Est et d'autres régions vers le Sud. Des États comme la Floride, le Texas, la Géorgie, les Carolines et le Tennessee ont connu des augmentations massives de leur produit intérieur brut, alors que les employeurs et les employés se déplaçaient vers le Sud. Le Sud a finalement vu son produit intérieur brut dépasser celui de ses frères du Nord-Est en maintenant une part du produit intérieur brut d'environ 23,8% contre 22,4% pour le Nord-Est. Pendant cette même période, le Nord-Est a connu une perte d'environ 60 milliards de dollars lorsque les gens et les entreprises ont quitté la région. Depuis 2020, plus des 2/3 de la croissance de l'emploi aux États-Unis sont issus du Sud-Est, un chiffre presque doublé par rapport à l'avant-pandémie. Rappelez-vous des immigrants dont on a parlé? Les immigrants ont statistiquement beaucoup plus de chances de créer de nouvelles entreprises que les personnes nées aux États-Unis. Une étude coécrite par un chercheur du Massachusetts Institute of Technology dans American Economic Review Insights a révélé que dans l'ensemble, les immigrants ont environ 80% de chances en plus de créer une nouvelle entreprise que leurs homologues américains. En examinant les données recueillies en 2021 au Texas, environ 30% des entrepreneurs de l'ensemble de l'État sont des immigrants, soit un total d'environ 437 000 entrepreneurs. Ces entreprises ont généré environ 12 milliards de dollars de revenus. Et je suis sûr que ce chiffre a augmenté depuis 2021, avec de plus en plus d'immigrants qui arrivent chaque année et des entreprises préexistantes qui se délocalisent vers le sud. Il n'est pas surprenant que de plus en plus d'entreprises soient créées, que de plus en plus d'emplois deviennent disponibles et que de plus en plus de personnes soient persuadées de déménager dans le Dixie. Alors maintenant, alors que la gravité économique du pays se déplace vers le sud, les gens continuent de suivre. C'est un cycle de croissance qui semble vouloir continuer à s'accélérer dans les années à venir, alors que les Américains se dispersent vers des pâturages plus verts. Néanmoins, les États du Sud ne se sont pas arrêtés là. Leurs industries manufacturières, énergétiques et agricoles ont été revitalisées et deviennent un énorme stimulant pour l'économie de la région dans son ensemble. Au cours des dernières décennies, les industries de fabrication automobile et aérospatiale ont prospéré dans les États du Sud. L'industrie a commencé à migrer vers les États du Sud dans les années 1980, poursuivant depuis sans interruption. Les constructeurs automobiles, en particulier ceux d'Asie et d'Europe, ont profité de la main-d'œuvre sous-utilisée du Sud, de ses terres relativement bon marché et disponibles, et de son climat chaud. Cette migration a vu les États du Sud devenir certains des plus grands producteurs d'automobiles de tout le pays. Des années 1980 à aujourd'hui, l'industrie de la fabrication automobile dans le Sud a décollé et a apporté un énorme coup de pouce économique à ces États. Les voitures, les camions, ou tout ce qui a des roues, vraiment, et un moteur nécessitent un nombre incroyablement élevé de pièces et de ressources pour fonctionner. Ces éléments sont généralement expédiés pour être assemblés en produit final. Il est généralement beaucoup mieux et beaucoup plus rapide pour tout le monde si les matériaux nécessaires à la production des voitures sont disponibles localement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Sud. Avec la croissance de l'industrie automobile du Sud chaque année, d'autres industries de soutien ont également commencé à croître et à se développer. La production industrielle de plastique, caoutchouc, acier, aluminium, produits chimiques et robotiques restent largement utilisés dans les usines de fabrication automobile du Sud. De nouvelles installations, usines et raffineries s'ouvrent pour répondre à la demande de matériaux de construction automobile. Des milliers d'emplois ont été créés dans le processus. Donc, pour faire court, l'industrie automobile dans le Sud a eu un impact immensément positif sur l'économie de la région, des États-Unis et du monde en général. Un résultat similaire s'est également produit avec l'industrie de la fabrication aérospatiale, lorsque l'industrie aérospatiale a décidé de déplacer beaucoup de ses installations vers le Sud. Beaucoup d'autres entreprises ont emboîté le pas. En Louisiane, l'expansion de l'installation d'assemblage de la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace à Michoud à la Nouvelle-Orléans a attiré une multitude d'entreprises alors qu'elles construisent tout ce qui est nécessaire pour la prochaine entreprise américaine dans l'espace. Un autre exemple est l'Alliance aérospatiale, une firme de la Louisiane, Mississippi, Alabama et Floride, dont la mission est le développement du secteur aérospatial.
Ils emploient environ 200 000 personnes et offrent même des opportunités de formation et d'éducation dans 18 institutions différentes. Avec l'automobile, l'aérospatiale et diverses autres industries de soutien en plein essor, cette résurgence de l'économie du Sud ne devrait surprendre personne. Sauf en cas de guerre majeure ou de catastrophe, cette tendance devrait continuer à évoluer à la hausse. La plupart des gens qui ne sont pas du Sud pourraient supposer que l'industrie la plus importante du Sud est l'agriculture. C'était le cas pendant longtemps, mais récemment, d'autres secteurs comme celui dont nous venons de parler l'ont dépassé. Cela dit, la production agricole du Sud reste extrêmement importante pour son économie, fournissant de la nourriture, des ressources et des emplois. C'est aussi important pour les États-Unis en général. 2 des 10 plus grandes chaînes de production alimentaire se trouvent dans le Sud, au Texas et en Caroline du Nord. En 2021, le Texas a généré près de 30 milliards de dollars de recettes agricoles et la Caroline du Nord a généré près de 15 milliards de dollars. D'autres États, comme l'Arkansas, jouent également un rôle majeur dans l'agriculture américaine, car ils sont le plus grand producteur de riz du pays, avec plus de 40% du marché. Le sol riche en nutriments, le climat chaud et la longue saison de croissance donnent au Sud un avantage en matière d'agriculture. Avec la croissance de la population mondiale et le besoin accru de nourriture, l'importance de l'industrie agricole du Sud ne peut que s'accroître. Un autre moteur majeur de l'importance économique du Sud est les industries de l'énergie, du gaz naturel et du pétrole. En 2022, le Texas, la Louisiane et l'Oklahoma figuraient tous parmi les 10 premiers États producteurs de pétrole et de gaz naturel du pays. Le Texas est le grand acteur ici, dépassant l'Alaska en tant que numéro 1 en 1988 et produisant aujourd'hui environ 41% du pétrole et du gaz naturel de la nation. Cela ne devrait surprendre personne, car l'image d'une tour de forage pompant lentement est aussi synonyme du Texas qu'un cow-boy ou un taureau longhorn. C'est tellement intégral au Texas que ses plus grandes entreprises publiques sont dans l'industrie pétrolière. En plus de cela, environ 14% de tout le pétrole brut américain provient des plateformes pétrolières fédérales dans le golfe du Mexique. Bien que techniquement gérés par le gouvernement fédéral, pour les besoins de l'argumentation, considérons-les comme faisant partie du Sud. Néanmoins, la quantité de pétrole et de gaz naturel provenant du Sud est trop conséquente pour être négligée ou ignorée. En parlant à nouveau du Texas, ils produisent également le plus d'énergie renouvelable de tous les États, bien que cela soit éclipsé par leur production de gaz et de pétrole. Vous savez ce qu'on dit, tout est plus grand au Texas. Par exemple, en 2022, le Texas a généré 136 118 gigawattheures à partir de l'énergie éolienne et solaire à grande échelle. L'État le plus proche n'était même pas proche, à savoir la Californie, avec 52 927 gigawattheures. L'énergie renouvelable, comme l'éolienne, hydraulique et solaire, est en croissance globale, notamment aux États-Unis. L'industrie, prévue pour croître exponentiellement, augmentera la valeur d'États tels que le Texas et l'Oklahoma. Un autre aspect clé de l'économie du Sud est celui des sports. Ce n'est un secret pour personne que le football de la Southeastern Conference est l'une des conférences de football les plus compétitives et divertissantes de tout le sport. Il est si populaire que, bien qu'étant techniquement du football amateur, il a constamment une fréquentation plus élevée et des bases de fans plus dévouées que les équipes professionnelles qui jouent dans les mêmes États. Allez à un match des Falcons d'Atlanta, puis à un match de l'Université de Géorgie. C'est un monde à part. C'est pourquoi il n'y a pas d'équipe National Football League en Alabama. Essayer de faire en sorte que les fans de cet État se soucient d'une équipe autre que l'Alabama ou Auburn est une tâche ardue. Le football de la Southeastern Conference est presque une religion dans le Sud, mais c'est aussi une machine à faire de l'argent. En 2022, la Southeastern Conference a généré plus de 800 millions de dollars de revenus. Seule la Big Dix a surpassé la conférence, mais l'Atlantic Coast Conference, la Big 12, la PAC 12, etc. n'étaient pas à la hauteur des réalisations de la Southeastern Conference. Certains n'ont réalisé que la moitié de ce montant. National Association for Stock Car Auto Racing est une montée d'adrénaline à haute octane pour des millions de fans à travers le pays, mais cela génère aussi une énorme somme d'argent. National Association for Stock Car Auto Racing a vu le jour dans le Sud avec les contrebandiers d'alcool des années 20 et 30 qui couraient en voitures modifiées pour échapper aux fédéraux. Ce qui a commencé comme des courses sur piste de terre par une poignée de renégats s'est transformé en une entreprise massive qui génère des centaines de millions de dollars de revenus chaque année. En 2024, 17 des 42 circuits National Association for Stock Car Auto Racing sont situés dans les États du Sud et font partie des courses les plus populaires chaque année. Quand vous parlez du Daytona 500 ou d'aller à la course à Talladega, la plupart des gens savent instantanément de quoi vous parlez.
Comme pour le football de la Southeastern Conference, la National Association for Stock Car Auto Racing est une machine à faire de l'argent et une que les États-Unis devraient conserver. En revenant en arrière et en examinant les preuves économiques présentées ici, si le Sud devait se séparer des États-Unis, ce serait catastrophique pour l'économie américaine. La perte de cette croissance économique, d'entreprises, d'énergie et d'argent déplacé là-bas serait un gouffre dont les États-Unis peineraient à s'extraire, et on ne peut dire s'ils y réussiraient jamais. Cependant, l'argent et l'économie sont certes importants, mais ils ne présentent pas le tableau complet des États du Sud. Vous ne jugeriez pas une auto juste sur sa consommation de carburant, non? Si c'était ainsi, nous aurions tous une Prius pour le travail. Non, considérez le Sud dans son ensemble. Tout le monde s'accorde à dire que l'amélioration de la production économique et l'apport de nouveaux fonds dans les communautés sont des choses positives, mais à quel prix? Que consomment ces nouveaux sudistes et en quelle quantité, et cela l'emporte-t-il sur ce qu'ils contribuent? En termes de consommation alimentaire, les États du Sud signalent constamment certains des niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire du pays. L'insécurité alimentaire signifie essentiellement ne pas avoir assez à manger et ne pas savoir d'où viendra votre prochain repas. Donc, il s'avère que le Sud n'a pas de problème avec les gens qui consomment trop de nourriture, c'est en fait le contraire. En outre, ceux qui font face à l'insécurité alimentaire optent souvent pour des options bon marché et malsaines, généralement de la restauration rapide. C'est un problème chronique qui affecte des millions d'Américains chaque jour, malgré le fait qu'ils vivent dans le pays le plus riche de la Terre. Le Sud n'est pas à l'abri de cette tendance. De 2020 à 2020, deux des États comme le Texas, l'Arkansas, l'Oklahoma, la Louisiane et le Mississippi ont tous signalé des niveaux d'insécurité alimentaire supérieurs à la moyenne nationale de 11,2%. Le Mississippi était le pire, avec un taux d'environ 22%. Malheureusement, les autres États n'étaient pas loin derrière. Si quelqu'un ne mange pas assez ou mange exclusivement de la restauration rapide, il est beaucoup plus sujet à des problèmes de santé et à des complications que ceux qui mangent un régime équilibré et sain. L'obésité, le diabète et les maladies chroniques peuvent être causées ou exacerbées par des modes de vie malsains et une mauvaise nutrition, tous ayant des conséquences à long terme qui ne sont pas positives. L'insécurité alimentaire dans le Sud affecte plus que la simple santé des gens. Le manque de nutrition appropriée peut non seulement nuire gravement à la santé d'un individu, mais aussi affecter les systèmes constituant les États. En immobilisant de l'argent et des ressources pour prendre soin des patients qui subissent des complications causées par l'insécurité alimentaire, le système de santé ne peut pas couvrir ses autres bases aussi bien qu'il le devrait. Les effets d'entraînement ne s'arrêtent pas là non plus. Si quelqu'un est chroniquement malade ou voit constamment des médecins, il ne peut pas espérer être un bon employé ou entrepreneur sur le long terme. Une augmentation des absences au travail ou à l'école nuit au potentiel de carrière d'une personne et pourrait entraîner un changement de la trajectoire globale de sa vie. Il va sans dire que pour fonctionner au mieux, vous devez faire attention à ce que vous mangez et buvez. Comment attendriez-vous qu'une Ferrari fonctionne si vous ne lui donnez que l'essence la moins chère possible? Avoir une nourriture abondante et nutritive est la base du succès humain et quelque chose qui affecte tous les niveaux de la société si cela devient un problème. L'augmentation de l'insécurité alimentaire ne peut être résolue qu'en améliorant les conditions économiques pour les résidents. Plus d'argent conduit à une meilleure alimentation et moins de dépenses médicales, et plus d'argent réinjecté dans l'économie. Du moins, c'est la théorie. Le Sud pourrait être actuellement en retard sur cette question par rapport au reste du pays, mais ne le sous-estimez pas. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire quel effet une économie revitalisée et une migration massive de richesses auront sur les habitants du Sud, espérons que cela se traduira par une nourriture plus saine et plus largement disponible. Ce sera une danse délicate, car apporter une nourriture plus saine à ceux qui sont le plus à risque prendra du temps et des efforts, mais de meilleures conditions économiques globales sont un bon début. En regardant la consommation d'énergie des États du Sud, elle est en réalité au même niveau que le reste du pays. Certains États en utilisent plus que d'autres, mais là encore, c'est la norme dans le reste du pays. Le grand outlier ici est le Texas qui mène la nation à la fois en production et en consommation d'énergie. Environ la moitié de leur consommation provient du secteur industriel qui les aide à produire plus d'énergie. Lorsqu'on parle de consommation, il faut aussi parler de production de déchets. Alors combien de déchets les États du Sud produisent-ils vraiment ? En 2022, les États du Sud produisent en moyenne entre 25 et 40 tonnes de déchets dans les décharges par personne. Cela semble beaucoup, et c'est le cas, mais croyez-le ou non, le Sud se trouve du côté plus vert des choses ici. Il y a quelques exceptions, comme le Kentucky, la Louisiane et la Virginie, qui sont au-dessus de 40 tonnes, mais même ces derniers ne sont nulle part près de ce que produisent les autres États.
Les États du Midwest tels que l'Indiana, l'Ohio, l'Illinois, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan sont parmi les plus grands pollueurs avec plus de 50 tonnes par personne. Le Michigan va encore plus loin en affichant un stupéfiant 66 tonnes par personne. La production de déchets des États du Sud est comparativement pas si mauvaise. Ce n'est pas super, mais ça pourrait être pire. L'une des principales mesures de tout pays ou société n'est pas combien d'argent ils gagnent, combien d'acier ils produisent ou combien de pétrole ils peuvent forer. Pour avoir une vision complète d'un lieu, il faut aussi considérer les opportunités éducatives et culturelles. Personne ne se rend en Italie pour voir les aciéries. Ils y vont pour l'art, l'architecture, la musique et surtout la nourriture. Commençons par l'éducation. Le Sud n'a pas exactement une bonne réputation en matière d'éducation. Si vous demandiez à quelqu'un d'Europe ce qu'il associe le plus au Sud américain, il dirait probablement quelque chose à propos de National Association for Stock Car Auto Racing des Dukes of Hazzard ou de Larry the Cable Guy. L'éducation universitaire ou les taux d'alphabétisation élevés ne sont pas exactement associés au Sud, et malheureusement, c'est ainsi depuis longtemps. Cette réputation n'est pas totalement injustifiée non plus. Les États du Sud représentent 6 des 10 États du pays ayant les taux d'alphabétisation les plus bas. Ajoutez à cela que 6 des 10 États ayant les taux de diplomation au lycée les plus bas sont également du Sud, et il est sûr de dire que l'état de l'éducation dans le Sud n'est pas excellent. Malgré la présence de nombreuses universités prestigieuses dans le Sud, comme Duke, Vanderbilt et Johns Hopkins, une grande partie des étudiants vient d'autres régions du pays ou même d'autres pays entièrement. L'éducation reste un problème pour le Sud, et c'est quelque chose qui devra être abordé à l'avenir. Là où le Sud brille vraiment, c'est dans sa culture. La nourriture à la Nouvelle-Orléans, la musique à Nashville, ou l'embrassement brut du monde naturel lorsqu'on entre dans les montagnes des Appalaches attire des dizaines de milliers de touristes dans la région chaque année. La culture et les merveilles naturelles de la région ne sont pas seulement un trésor pour tous ceux qui y vivent et qui la visitent, mais aussi très rentables, stimulant sans cesse cette économie. Ces choses sont formidables. Mais ce qui distingue vraiment la culture du Sud du reste du pays, ce sont leurs politiques et leurs religions. Une fois de plus, beaucoup stéréotypent le Sud comme un bastion républicain, chrétien et fan de football. Bien que cela ne représente pas tous les résidents, cela décrit sûrement une partie d'eux. Le Grand Old Party et le christianisme ont le monopole des États du Sud. On l'appelle la ceinture de la Bible pour une raison. C'est le pays des méga-churches et du télévangélisme. Les gens ici sont très religieux et conservateurs, donc avec beaucoup d'œufs chrétiens et républicains dans le même panier, ce serait un désastre pour le Grand Old Party si le Sud décidait de former son propre pays. Le Parti républicain tel que nous le connaissons serait absolument dévasté par la perte des États du Sud. Après l'élection, presque chaque législature d'État est passée sous le contrôle du Grand Old Party. Bien que certains aient changé d'avis depuis, il est clair que les électeurs chrétiens conservateurs détiennent toujours beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Alors, bien que beaucoup dans ce pays puissent détester l'état actuel de la politique, souvenez-vous qu'un système à 2 partis est bien meilleur qu'un système à un seul parti. Demandez à des ex-citoyens soviétiques l'efficacité de cette politique pour eux. En regardant toutes les preuves présentées, une chose est abondamment claire. Les États-Unis ont toujours besoin des États du Sud plus que jamais actuellement. On ne peut ignorer leur croissance démographique, importance économique et contribution culturelle. Leur boom démographique au cours des 20 dernières années a dépassé toutes les autres régions du pays et les centres urbains continuent de croître à des taux surprenants. Avec la migration de la richesse et des entreprises vers le sud des États-Unis, leur importance continue de croître, tout comme le produit intérieur brut des États eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela indique que les États-Unis sont bien meilleurs lorsqu'ils sont unis. Merci d'avoir regardé. Si intéressé, consultez « Est-ce que la Floride devient surpeuplée ?» ou cette autre vidéo sur pourquoi tant d'Américains fuient ces zones.